Sur cette vidéo, je vais vous présenter comment déterminer un vecteur vitesse à partir d'un exemple relativement simple à comprendre, ce qui est une porte de garage basculante, sur laquelle j'ai déjà fait un TD par ailleurs. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, quand on me demande un vecteur vitesse, quelles sont les stratégies que je vais mettre en œuvre par rapport à la synthèse de cinématique que j'ai présentée précédemment, pour savoir quelles sont les relations, les formules qui vont nous être utiles. Alors, cette vidéo se présente un peu comme un petit TD d'application, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais vous présenter l'élément, poser une question, vous proposer de vous mettre en pause, donc vous mettrez en pause la vidéo, puis après, je vous présenterai la solution. Donc, premier élément, la présentation de cette porte de garage, vous l'avez un petit schéma en haut à gauche, vous avez le schéma cinématique qui vous est donné, et je vous demande tout simplement à partir de là de faire le graphe des liaisons de ce mécanisme avec comme indication le fait que le contact entre le panneau 2 et le rail est supposé ponctuel. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Bien, je présente la solution. Du coup, vous avez trois classes d'équivalence, le mur 1, le bras 3 et le panneau 2. Avec les liaisons pivot d'axe O1 à Z1 entre le bras 3 et le mur 1, pivot d'axe A Z1 entre le panneau 2 et le bras 3, et la sphère plan de normale BY1 entre le panneau 2 et le mur 1. Ce graphe de liaison, même si vous ne voulez pas demander, je vous encourage de le faire rapidement sur un brouillon pour que les choses soient bien claires lorsque vous travaillez sur un mécanisme. Je les ai reportés sur la partie gauche du dessin, et maintenant, à partir de ce graphe de liaison, eh bien, on va chercher à effectuer le paramétrage minimal de ce mécanisme. À vous. Voilà, je vais vous présenter maintenant la solution de ce paramétrage. Alors pour ce paramétrage, le mur 1 étant notre solide de référence, on va donc lier un repère R1 au mur 1. Alors les axes étaient donnés sur le schéma, x1, y1, horizontal, vertical, rien de très extraordinaire, et puis on a décidé de prendre un point O1. On aurait pu prendre le point E, qui est lui aussi un point fixe du mur et du solide de référence. Voilà, le point O1 a été choisi, pourquoi? Parce que il appartient au centre d'une liaison entre un et un autre élément, ici le bras 3. Du coup, pour le bras 3, eh bien, comme il est en pivot d'axe O1Z1, eh bien, on va conserver l'axe O1Z1 et puis on va créer une base liée au solide 3 qui sera donc en rotation par rapport à la base X1, Y1, normale à Z1. On retrouve ça, l'angle, je l'ai appelé θ31 et on a oméga de 3 par rapport à 1 qui sera égal à θ.31 porté par Z1 avec la figure de projection habituelle. Puis ensuite, on s'intéresse au panneau 2, la liaison entre le panneau 2 et le bras 3, qui est encore une liaison pivot, donc on va pouvoir mettre en place une deuxième rotation, qui sera entre 2 et 3. Ici, notez θ de 3. Enfin, le panneau 2 et le mur 1 sont aussi en liaison. La liaison est une sphère plan, non pas une sphère cylindre. Hop, voilà. J'en profite pour corriger. Une sphère plan de normale BY1. Je vais remettre ça là proprement. Et voilà. Eh bien, comme la normale est selon BY1, il n'y a pas de nécessité de définir une nouvelle base, puisqu'on peut récupérer donc celle du repère R1. Donc nous avons terminé le paramétrage. Au fait, la translation, si on considère la translation du point B, elle est paramétrée par lambda. Mais c'est pas nécessaire. Question suivante, à partir du paramétrage de ce mécanisme, maintenant que j'ai repassé les éléments importants, vous voyez que le schéma cinématique diminue de plus en plus. Pourquoi? Ça illustre assez bien la théorie des mécanismes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a modélisé un mécanisme avec son graphe de liaison et avec le paramétrage, en fait, on n'a plus vraiment besoin du schéma. À partir du paramétrage de ce mécanisme, déterminer les torseurs cinématiques des liaisons de ce mécanisme. À vous. Voilà, je présente la correction sur les torseurs cinématiques. Alors, trois liaisons, donc trois torseurs cinématiques. Les deux premiers sont des liaisons pivots, qu'on retrouve de façon très classique. Elles sont définies avec un vecteur vitesse angulaire de rotation qui vaut θ.31 et θ.23 porté par Z1, comme on a vu sur le paramétrage, on retrouvait ça ici. Et puis les vecteurs vitesse qui sont nuls pour tous les points de l'axe.
Donc ici pour tous les points de l'axe O1, Z1 et pour tous les points de l'axe AZ2, ce qu'on note par cette liberté qu'on donne au point de définition du torseur. Ensuite, pareil pour les bases, on a besoin d'une base contenant Z1, mais donc pour toutes les bases, s'écrivant sous la forme ayant Z1 comme vecteur. Voilà, on libère aussi la notation au niveau des bases en LG. Enfin, le dernier élément, c'est la liaison sphère-plan. Et la liaison sphère-plan, ici, du coup, comme on a vu dans le tableau des liaisons, on a donc un seul degré de liberté supprimé, c'est celui selon la normale, c'est-à-dire la composante du vecteur vitesse selon y1, ici, qui est égale à 0. Après, on peut considérer que le mécanisme présente une symétrie plane. On peut donc simplifier le torseur cinématique en se disant que il ne restera que les deux translations suivant le plan et la rotation normale à ce plan. Ce qui nous permet de supprimer 3 composantes et d'arriver ici au torseur cinématique de la sphère plan. Question suivante. Et la dernière question, en fait, à partir de ce paramétrage, déterminer les vecteurs vitesse suivants. J'en propose 4, sachant que la quatrième, vitesse en B de 2 par rapport à 1, je vous demanderai de le faire de plusieurs manières. En fait, de 2 manières différentes. À vous. Voici la solution de cet exercice. Alors, l'objectif, c'est vraiment le propos de cette petite vidéo, c'est de se dire, on fait comment? Eh bien, quand on me demande vitesse en O1 de 3 par rapport à 1, la première chose que je regarde, c'est 3 par rapport à 1. C'est-à-dire que je me pose la question, mais quel est le mouvement de 3 par rapport à 1? Le mouvement de 3 par rapport à 1, ici, est un pivot d'axe O1Z1. On a directement la liaison, c'est donc relativement simple, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a la liaison, on est capable d'écrire le torseur cinématique, qu'on me l'ait demandé ou pas, et donc je peux exploiter directement les informations données par le torseur cinématique. Ici, grâce au torseur cinématique, effectivement, je sais que le vecteur vitesse dans tous les points de l'axe O1Z1 est nul, donc la vitesse en O1 de 3 par rapport à 1 est égale au vecteur nul. Donc ça, directement, par lecture du torseur cinématique de la liaison considérée. On me demande vitesse en A de 3 par rapport à 1. Pareil, je regarde le mouvement, c'est 3 par rapport à 1. Donc j'ai le torseur cinématique. Je ne connais pas la vitesse en A priori, je ne connais que la vitesse en O1 qui est nulle. Eh bien, la stratégie à utiliser, c'est d'utiliser la relation des champs de vecteurs qui me permettra d'écrire le vecteur vitesse en un autre point. Donc j'ai vitesse en A de 3 par rapport à 1 égale vitesse en 1 de 3 par rapport à 1 plus A1 vectoriel oméga de 3 par rapport à 1. Je connais vitesse en O1 de 3 par rapport à 1, il est nul. AO1, eh bien je le connais, il est paramétré ici, donc je n'ai plus qu'à paramétrer la longueur AO1, et oméga de 3 par rapport à 1, je l'ai ici, c'est θ.31.z1. J'ai donc accès à cette information. Je n'ai pas fait le calcul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on me demande une vitesse en E de 3 par rapport à 1? Alors ça, c'était une question un peu piège, parce que parfois, il y a une erreur classique qui dit oui, mais le point E, il appartient pas au point 3. Ben, en fait, c'est pas grave. Le point E, il n'appartient pas au point 3, mais rien ne nous empêche de considérer le point E appartenant au point 3. Dans tous les cas, la relation des champs de vecteurs, c'est bien ce que ça raconte la notion de champ de vecteur, c'est que je peux calculer le vecteur vitesse en tous les points de l'espace. Donc même en des points qui n'ont a priori rien à voir avec le solide considéré. Donc j'applique la relation des champs de vecteurs, vitesse en E de 3 par rapport à 1 égale vitesse en O1 de 3 par rapport à 1 plus EO1 vectoriel oméga de 3 par rapport à 1, et ce calcul-là, je peux le faire. Donc je peux déterminer vitesse en E de 3 par rapport à 1. Sous-entendu comme si E appartenait à 3. Maintenant, dernier vecteur, vitesse en B de 2 par rapport à 1. La première façon de le faire, c'est en écrivant dérivée de O1B. Ah, une petite erreur aussi, excusez-moi. Tac. La dérivée de O1B par rapport au temps dans la base B1. Alors, comment je peux définir ça? C'est par rapport à la dérivée, à l'utilisation de le vecteur vitesse, qui est la dérivée du vecteur position. Et je rappelle que je ne peux le faire qu'à une seule condition, si les points O1 est bien le centre du repère R1, et B doit être un point fixe de 2. Or, B est bien un point fixe de 2, donc je peux appliquer cette relation. Si je calcule la dérivée de O1B par rapport au temps, ben en fait je peux pas passer de O1E plus EB. La dérivée de O1E par rapport au temps dans la base B1 sera nulle, puisque ce vecteur est fixe, il est constant, et on va se retrouver avec la même chose que la dérivée de EB, c'est-à-dire un lambda point x1. Je vous laisse bien sûr faire le calcul.
Maintenant, la deuxième façon de le faire, cette fois-ci, je regarde 2 par rapport à 1. Eh bien, de 2 par rapport à 1, en fait, quand je dis que c'est une sphère plan de normale BY1, la seule chose que je peux faire, c'est que quand je vais utiliser, si j'utilise le torseur cinématique, je vais revenir un tout petit peu en arrière. J'utilise le torseur cinématique, j'ai vu que le vecteur vitesse en un point B, il vaut U de 1 porté par X. En fait, ce que je viens de démontrer là, c'est que le U de 1, il sera égal à mon lambda point. Donc, je suis retombé sur mes pattes. D'accord? Utilisez la dérivée du vecteur, ou utilisez le torseur cinématique de la liaison sphère-plan. Enfin, la troisième façon de le faire, c'est vitesse en B de 2 par rapport à 1. Eh bien, je passe pas directement de 2 par rapport à 1, mais je passe par la pièce 3, c'est-à-dire que je vais utiliser une composition des vecteurs vitesse. Donc je conserve le même point, B, 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 mais je passe de 2 par rapport à 1, et j'utilise ce cycle-là. Je me retrouve à devoir calculer vitesse en B de 2 par rapport à 3 et vitesse en B de 3 par rapport à 1. Eh bien, vitesse en B de 2 par rapport à 3, question. Je m'intéresse au mouvement de 2 par rapport à 3. Je regarde dans mon graphe de liaison. Le mouvement de 2 par rapport à 3 est un pivot, donc mouvement de rotation. Donc je vais pouvoir appliquer la relation des champs de vecteurs, qui vaut vitesse en B égale vitesse en A plus B à vectoriel oméga, avec vitesse en A de 2 par rapport à 3, qui est nulle, puisque A est un point de l'axe de rotation entre 2 et 3. Donc je peux faire ce calcul-là. Vitesse en B de 3 par rapport à 1, c'est comme tout à l'heure. Je peux le faire le calcul en appliquant à nouveau la relation des champs de vecteurs. Donc j'applique 2 fois la relation des champs de vecteurs, je l'associe dans la composition des vecteurs vitesse, et le résultat doit être le même que cette dérivée-là, c'est-à-dire que le lambda point x1. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, a priori, maintenant, pour en déduire la relation entre la translation de l'élément du rail et la rotation du panneau, par exemple. Du bras. C'est terminé.